Bon, je vous avoue que je suis un petit peu désemparé. Excusez-moi d'ailleurs pour cette vidéo, je saurais pas, trop vous dire, comment je vais la développer, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est une grosse claque, une humiliation, est-ce que c'est un mot un peu trop fort? Mais c'est bien réel. L'Italie, qui est quand même un bon gros rival historique de la France, vient chez toi et te claque 3-1. Honnêtement, et pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, vous connaissez mon optimisme assez particulier. Après, on peut être optimiste et aussi voir les choses de manière froide et lucide. Honnêtement, j'ai peur. Peut-être qu'on en reparlera dans X mois et qu'il y aura pas de raison de s'inquiéter, mais j'ai un peu peur pour cette équipe de France et je sais pas où elle va. Il y a des choses, qui sont vraiment bonnes, mais il y a surtout un grand, grand flou. Et avant d'aller trop loin dans cette vidéo, je vais quand même féliciter l'équipe italienne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'origine italienne ou qui sont italiennes. Bah, écoutez, si vous regardez cette vidéo, votre équipe est honnêtement très belle. Une Italie qui était pas trop attendue, mais qui a très, très, très bien joué, je trouve, tactiquement ce match, qui a complètement fait déjouer l'équipe de France. C'est très, très clair, on en parlera un peu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous supportez l'équipe de France, Italie ou qu'importe. Installez-vous bien. Merci à vous pour votre présence. Je suis un peu inquiet parce que, si vous voulez, je regardais cette, équipe de France-là et je regardais également l'équipe de France espoir et je regardais le nombre de talents qu'il y avait. Des joueurs qui jouent, pour certains dans les meilleurs clubs du monde, hein. La qualité offensive de ces joueurs, même la qualité individuelle défensivement, c'est un truc de fou. Quand tu vois l'équipe de France espoir, c'est assez dingue, hein, vraiment, tu as des talents quasiment partout. Loukeba, Merlin ici, tu as Rest, tu as Bakwa qui vraiment va faire une grande saison, je pense à Strasbourg, Matistel. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Akliouche, exceptionnel, doué. Enfin bref, le vivier de l'équipe de France, je pense que c'est le meilleur vivier du monde du football, même devant l'Angleterre. L'Angleterre, ça peut jouer quand même, c'est exceptionnel. C'est fou. Et pourtant, je trouve qu'il y a ce sentiment de gâchis. Bon, que dire? Honnêtement, je suis désolé, hein, pour ce débrief par avance qui va être, très flou parce que je ne m'attendais pas à ça. Alors évidemment, au fil, du match, j'ai essayé de préparer un petit peu mon argumentaire pour développer des idées. Mais 3-1 comme ça et un match, je suis parti voir un petit peu sur FotMob, les expected goals du match. À l'aide, 1,71 d'XG pour l'Italie, 0,86 pour la France. Ça fait un petit peu peur parce que c'est vrai que si on se souvient un peu, vous savez, de l'équipe de France à l'Euro, il y avait un peu ce running gag, ouais, la France n'a pas marqué dans le jeu et va gagner l'Euro comme ça. Bon, au final, tu as pris une grosse clim contre l'Espagne. Mais la France avait, oui, des matchs ignobles, mais il y avait quand même une génération d'occasions. Là, tu as 0,86 d'XG. Tu regardes le but de Barcola, il y a 0,39. Barcola a eu la moitié des occasions de l'équipe de France sur un tir à la première minute. À l'aide, SOS, que se passe-t-il? Quand je dis que se passe-t-il, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là? Je dis pas que j'ai la réponse ou quoi, je pose vraiment la question à voix haute comme ça et j'essaie de réfléchir. Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe de France-là? Un déséquilibre assez important, des joueurs qui, ben, on dirait n'ont plus lieu d'être. Quand on prend individuellement, même si voilà, on va essayer de pousser la réflexion un peu plus loin sur ce match-là, ben, tu as des joueurs comme Youssouf Fofana que j'aime vraiment beaucoup et qui, honnêtement, j'avais beaucoup d'espoir dans ce joueur qu'en tête, pourquoi pas un tollé de l'équipe de France. Aujourd'hui, je sais pas. Je sais pas, est-ce que Youssouf en sera capable? Bon, N'Golo, voilà, ça a été compliqué. Entre autres, Antoine Griezmann, on va en parler, sujet extrêmement important. Évidemment, Kylian, un non-match, hein, quasiment. Jonathan Klaus, qui pour moi peut tellement apporter à cette équipe de France, un peu vieux certes, 32 ans bientôt, qui a également eu un match très très compliqué. J'ai l'impression que physiquement, ce joueur n'est pas là. Mais au-delà de ça, le collectif de l'équipe de France se basait sur quoi à l'époque? Surtout on va dire un jeu très très direct, pas forcément une équipe de possession, beaucoup 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 d'intensité notamment au milieu de terrain et à l'époque, le Pogba Kanté, bon bah, on s'en souvient, c'était assez exceptionnel. Il y avait Tolisso pendant un temps, il y avait Blaise Matuidi dans un autre temps qui a vraiment fait une Coupe du Monde assez dingue. Aujourd'hui, question très simple, mesdames, messieurs, c'est quoi l'entrejeu titulaire de l'équipe de France? Qui est le milieu titulaire de cette équipe de France? Je ne sais pas. Et on a eu l'après Pogba qui fut, ce qu'il a été. Mais on a eu un Antoine Griezmann qui était à un niveau exceptionnel. Je pense qu'on était à peu près tous d'accord pour dire que Griezmann, bah, voilà, c'était un peu cette créativité qui manquait à cette équipe de France. Il y avait pas de problème. Il y a eu un déclin certain d'Antoine Griezmann
Et aujourd'hui, tu te retrouves avec un entrejeu, ben, qui n'a plus lieu d'être, c'est-à-dire un entrejeu honnêtement faible, qui se fait trancher sur une passe, et ça fait un peu peur. Ça fait un petit peu peur vis-à-vis de ça. Et c'est vrai que, vous voyez, pour vous montrer à quel point il y a l'attaque et la défense, vous avez une seule passe là de l'Italie, je crois que c'est une transversale ici qui a été faite. Regardez un petit peu, vous avez l'attaque de l'équipe de France ici avec Barcola, il me semble que là c'était Olysée oui, qui n'était pas encore sorti, et ici Antoine et Kylian. Bon bah Fofana, qui a vraiment fait un non-match, hein, très très compliqué. Ils sont tranchés, le double pivot Pogba, Kanté, Fofana n'avait pas lieu d'être. On voit que Klose là sur le terrain est assez haut, et là derrière Macam, vous avez Saliba, Konaté, et ici Théo Hernandez, bon, qui était plus bas. Et en fait, tu vois aussi, ça me rappelle un peu l'Olympique Lyonnais, pour ceux qui suivent l'OL, une équipe qui est capable du meilleur comme du pire, mais qui a du mal à maîtriser ces matchs-là, parce qu'au milieu, ça manque d'un mec qui sait conserver le ballon, qui sait calmer le jeu, maîtriser le tempo. C'est aussi pour ça que le football existe. Et je prends Vitinha au PSG. Ouais, l'équipe de France aurait bien besoin d'un Vitinha. Un mec qui sait maîtriser le ballon, qui sait calmer le jeu, qui sait orienter, qui sait distribuer, qui sait récupérer, qui sait à peu près tout faire. Bon, aujourd'hui, je sais pas. Voilà, je sais pas. Kanté, il a des capacités de projection très 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 bonnes. Fofana, offensivement, je pense qu'il peut être excellent. Maintenant, c'est ultra friable. Surtout quand tu sais que Griezmann, qui était un peu le tenant de l'équipe, le sort de médiateur, je sais pas trop comment appeler ça, mais le mec qui pouvait apporter un équilibre, parce que défensivement, c'est un truc de malade. Je rappelle un truc, c'est que oui, Griezmann est un joueur offensif, il a été souvent attaquant dans tous les postes d'attaque, faux neuf et tout machin, mais c'est vrai que l'Antoine Griezmann, post-Pogba en équipe de France, il a été très fort parce que il apportait sa créativité, mais le volume défensif du joueur était absolument exceptionnel. Sans débat, Griezmann post-Pogba était, j'allais dire un, mais si ce n'est le joueur offensif avec la meilleure qualité défensive du monde. En tout cas, dans le volume. Un pressing tel, là, on aurait vu l'ancien Griezmann, bah, peut-être que sur cette action, il serait là, en train de récupérer le ballon, on ne sait pas. Et mine de rien, c'est compliqué, parce que quand tu as pas d'entrejeu, tu ne peux pas jouer au football. Le football, il faut aussi le comprendre. Moi, j'aime bien parler, comment dire, la comparaison des poumons. Le milieu de terrain, c'est les poumons d'une équipe de football. Vous avez une très bonne défense, ok, c'est cool. Vous avez une super belle attaque sur le papier, magnifique, machin, mais si vous n'avez pas de poumons, ou si vos poumons sont en très très mauvaise santé, ben, vous respirez comme ça, vous n'arrivez pas à respirer, c'est pas bon. Comment vous faites pour contrôler après le truc, votre respiration? C'est impossible. Bah, c'est pareil dans le football. Les meilleures équipes de l'histoire du football, regardez, regardez l'entrejeu qu'elles ont eu. Elles ont eu, voilà, ces équipes-là, des entrejeux exceptionnels. Rien que l'Espagne, entre 2008 et 2012, le Xavi, Iniesta, Busquets, est-ce qu'on a déjà vu ça dans l'histoire? Je sais pas. Mais ça, c'est les poumons. Et quand tu maîtrises à ce point-là le ballon, qu'est-ce qui peut t'arriver en vérité? Très très peu de choses. On a beaucoup moins ça avec cette équipe de France là et ça peut faire un peu peur. Et voilà encore une action qui a été représentative. Là, il y a eu une grosse transversale, il me semble, de peut-être de Di Lorenzo ici, qui a complètement passé côté opposé. Mais regardez l'alignement des Bleus, qui a très 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 peu de sens là-dessus. Vous avez un peu les joueurs offensifs et tout, vous avez la ligne défensive ici. Bon, c'est compliqué, c'était encore une fois compliqué. Là, c'est sur le troisième but italien. Et c'est vrai que si on doit comparer avec l'Espagne, qui a eu voilà, un match plus ou moins compliqué contre l'équipe de France, mais cette Espagne-là, Pedri s'est blessé en cours de route, mais Olmo l'a remplacé. Olmo, on peut comparer un petit peu ça au Griezmann de l'équipe de France. Joueur offensif, très très créatif, qui peut avoir un volume défensif assez important, mais voilà, créativité, danger, cuit-fou, tout ce que tu veux. Bon, le double pivot de cette équipe espagnole, c'était Rodri, Fabian Ruiz. Mais regardez un petit peu le travail et surtout les qualités cumulées de Rodri et Fabian Ruiz. Ces deux mecs-là sur le terrain, notamment avec Rodri en backup un peu plus bas, tu peux tout faire et tu peux avoir une maîtrise du ballon assez dingue. Et en plus, cette Espagne-là, c'était même pas l'équipe avec le plus de possession du tournoi. Je pense, voilà, à 59 même contre l'équipe de France. Cette équipe-là n'était pas une équipe de possession. Par contre, était une équipe d'une intensité. Quand tu voyais notamment, pas forcément Nico Williams, mais Lamine Yamal, le volume défensif qu'ils pouvaient mettre, c'était assez dingue. Oui, Fabian Ruiz et Rodri, c'était des aspirateurs. Ils étaient en permanence en train de presser, presser, presser. Ouais, tu vois sur le papier, l'équipe de France, bon voilà, on peut se dire, regardez, un peu le même système, 4-2-3-1. Bon, ça c'est sur le papier en vérité. Tu vois sur le terrain, la France a pu évoluer entre-temps, 3-5-2, 3-4-3, enfin bref. Ça c'est différent, mais le double pivot Fofana Kanté, le double pivot, non ça c'est le ça c'est le Real, je vais en parler après. Le double pivot Rodri Fabian Ruiz.
Ouais, il y a un monde d'écart. Il y avait totalement un monde d'écart et on l'a bien senti. Surtout que Griezmann, absent, Olmo a fait une fin de d'Euro absolument légendaire. Largement dans l'équipe type de l'Euro alors qu'il a joué 3, 4 matchs, quoi. Je sais pas. Je sais pas où on va et je dois en parler. Alors, j'ai rien contre Instant Foot, hein, qui dit réveille-toi Kix. Je vais en profiter pour rebondir parce que c'est extrêmement intéressant le dossier Kylian Mbappé et je trouve fascinant. Le football, vous savez, je n'aime pas l'individualiser. Le foot est un sport collectif. À un moment, les attaquants et surtout les attaquants plus que tout le monde et encore plus les buteurs ont besoin d'un collectif. Erling Haaland, je prends cet exemple-là parce que ça m'a l'air d'être un des mecs les plus fous au niveau du but de l'histoire du football. Bon, Erling Haaland, ce mec-là, ben, tu le mets dans une équipe de D6, il va marquer des buts parce qu'il est fort, bien sûr. Maintenant, tu le mets dans la meilleure équipe du monde, par exemple Manchester City, il aura beaucoup plus de moyens de marquer des buts parce qu'il aura beaucoup plus de ballons et il sera beaucoup plus dominateur parce qu'il est dans une équipe extrêmement forte, tout simplement. Kylian Mbappé, je veux poser cette question et vous verrez que c'est de la logique pure et dure. Il n'y a pas besoin de regarder le foot tout le temps pour le comprendre. Comment Kylian Mbappé a été connu? Vous voyez là ce qu'on vit un peu avec Barcola. Ah, le joueur un peu nouveau, machin, il est en train d'exploser, machin. Kylian Mbappé, quand il avait 17, 18 ans et tout, il a été connu pour quoi? Qualité d'un joueur de football. Qualité de percussion. Je pense quand même que oui, Kylian Mbappé s'est percuté, s'est accéléré. Qualité de dribble, très rapide dans son exécution. On peut dire, allez, sa capacité simplement à créer du danger, même dans la surface, parce que oui, il peut aller sur un côté, revenir un peu axial et apporter beaucoup de danger. Quatrième qualité, on peut dire sa grosse finition. C'est un peu tout ça qui a fait que Kylian est devenu Kylian et est devenu instantanément un des joueurs les plus dangereux du football. Barcola, on prend cet exemple-là. Imaginez Barcola, il suit cette direction. Il fait une saison avec le PSG, allez, 30 buts, hein, je te dis, non, 30 buts, machin, monstrueux dans le jeu. Bah, qu'est-ce qui va se passer? La cote de Barcola va imploser. Parce que un joueur ailier, Kylian était quand même salement ailier, un joueur vraiment ailier, qui a des capacités aussi bonnes pour un ailier, mais qui a également des capacités de finition et de présence dans la surface aussi importantes, c'est les meilleurs joueurs du monde. Maintenant, on est passé de ça à un Kylian, ben, je vous l'ai montré tout à l'heure, notamment ici. Un Kylian, sorte de faux neuf, un peu reculé. Voilà, là, il est complètement dans la toile d'araignée italienne. Ici, bon, voilà, il est encore seul en pointe, machin. Ce Kylian-là ne profite déjà de un plus de toutes ses qualités. Percussion, dribble, prise de profondeur et tout. Bon, on peut le faire dans l'axe, mais sur le côté, on peut totalement percuter, être très dangereux. Donc, il profite plus de ça. Mais surtout, si ton collectif est moindre, là, c'est dur. Et là, c'est super compliqué. Parce que, imaginez un neuf vraiment de métier. Allez, à la Luis Suarez, je vous prends les meilleurs neufs du monde. Hein. Les Luis Suarez à l'époque. Bref, d'autres, allant de quoi. Bon, ces joueurs-là, c'est des neufs, c'est des buteurs. C'est-à-dire, ces mecs-là, ils sont formés pour ça. Ils sont formés pour se débrouiller même avec peu. Bah, ces mecs-là, tu leur donnes très peu de ballons. Ils vont pouvoir marquer parce que c'est comme ça. Kylian, qui n'est pas un neuf de formation et qui se transforme un peu en neuf, peut-être qu'il fera ça jusqu'à la fin de sa carrière, peut-être que non, ben, en ne profitant plus de toutes ses qualités, plus en ayant un collectif amoindri, ça peut être très compliqué. Et là, sur ce match, on l'a vu. Sur ce match, on l'a vu. C'est pas comme au Real Madrid où, je voulais vous le montrer, le Real a une chance, c'est que pour moi, il réussira au Real sans problème. L'entrejeu du Real, il est énorme. Il est énorme. Et je dois notamment évoquer Valverde. On parlait un petit peu du volume défensif et même du volume tout court d'un joueur. À quel point un joueur sur le terrain va pouvoir fournir des efforts. Valverde au Real Madrid, c'est déjà, je pense, le meilleur joueur de cette saison, actuellement. Mais c'est un des meilleurs joueurs du monde, du football, parce que il est beaucoup trop précieux dans l'équilibre et dans le bien-être d'un collectif. Kylian a la chance au Real Madrid d'avoir une équipe de dégénérés. Donc même s'il aura des matchs compliqués, évidemment, parce que bah, il n'est pas neuf et il profite pas de toutes ses qualités, il marquera, bien sûr, parce que derrière, il y a une équipe de port. Il y a une équipe exceptionnelle. Il y a peut-être le meilleur 11 situ du monde. Il y a un des meilleurs bancs du monde, clairement. Je sais pas en équipe de France. Je sais pas où ça va. Là, il y a des questions. On va où? Je ne sais pas où on va où. Donc, vous comprenez, je sais qu'il y en a encore qui n'arrivent pas trop à comprendre ça, parce qu'ils voient beaucoup les choses du point de vue du supporterisme, du joueurisme. Je ne suis pas du tout dans, dans ce monde-là. Je ne supporte pas de joueurs, même si je supporte un club, je dis les choses qui vont pas dans ce club quand ça va pas, voilà, tout simplement. Donc, Kylian, je cherche ni à le défendre, ni à le critiquer. Je cherche juste à comprendre ce qui se passe.
ma compréhension du truc, c'est que lui, il était un top joueur dans un certain rôle. Aujourd'hui, il n'est plus ce top joueur-là parce qu'il a changé de rôle. Ni plus ni moins. C'est ma compréhension du truc. Et encore si Kylian, allez, il avait un jeu de tête exceptionnel, incroyable. Imaginez, il était ultra, ultra physique au duel comme Haaland. Je t'aurais rien dit, je t'aurais dit, mais fais-le jouer neuf, c'est mieux, parce que même si, bon, il aura peut-être plus sa qualité de percussion, de dribble et tout, ben, il est monstrueux de la tête, et physiquement, c'est un monstre, c'est un cyborg. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, ouais, sur cette équipe de France-là, les problèmes comme ça que je peux dégager, c'est Griezmann qui n'a plus de sens aujourd'hui dans cette équipe-là, parce que c'était le moteur après Pogba. Aujourd'hui, n'a plus lieu d'être. L'entrejeu, par conséquent, vu que Griezmann est moindre, bah, il n'a plus aucun sens également. Euh, Kylian Mbappé, avec son nouveau rôle, pourra performer uniquement si derrière, ça peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités d'occasion, de génération d'occasion. Mais dans l'absolu, bien sûr que sur un côté, il serait meilleur. Maintenant, il y a Barcola, donc ça va être quand même compliqué. Alors à droite, bon, mon avis, Kylian est bien parti pour être avançant. Je ne vais pas dire jusqu'à la fin de sa carrière, mais cette saison, clairement, peut-être là, dans 2 saisons, je ne sais pas, il faudrait voir est-ce que Vinicius ou quoi va partir du Real, je ne pense pas, mais bon. Bref, donc ça, c'est un peu les problèmes qu'on a. Quand on regardait l'équipe de France à l'Euro, c'était assez intéressant parce qu'on avait, vous savez, beaucoup ce truc, ouais, l'équipe de France à l'Euro, c'est extrêmement solide et tout. Et c'est vrai, je vous prends par exemple ce match-là contre la Belgique qui a été laid, hein, il faut le dire, mais c'était solide. Bon, Kanté, Tchouaméni, Rabiot, ça fait le taf. Et là, pour le coup, c'est un milieu à 3. Bon, il y avait Griezmann qui était titulaire ici, qui a apporté pas grand-chose défensivement et offensivement, c'était très compliqué. C'était très moche, hein, je suis d'accord, mais bon, il y avait cette solidité. Alors, c'est quoi ces joueurs titulaires en équipe de France? Bah écoutez, les gars, j'essaie de faire un petit schéma tactique sur Tactical Board, réflexion un petit peu comme ça. Saliba, Konaté, Saliba ou pas Mécano, bon, ça me paraît assez OK. Condé et Théo, ça passe. Pour moi, la défense, il n'y a pas trop à dire. Condé exceptionnel avec le Barça. Il y a même Théo Hernandez potentiellement qui reviennent et tout. Bon, bref. L'attaque, ben, on pourrait partir du coup sur une attaque assez jeune, assez forte. Hein. Olysée, Barcola, Dembélé, Mbappé, qui est très très forte. Hein. Honnêtement, je pense que sur le papier, ah, c'est une des meilleures attaques du monde. Maintenant, ces mecs-là, ils sont pas connus hein, pour voilà, être non plus voilà, dans la participation ultra ultra importante si derrière ça suit pas. Alors Barcola est un des meilleurs au niveau du volume défensif global. Dembélé un peu quand même, ça va. Olysée, j'ai pas les stats. Et clairement, Kylian est un des attaquants défendant le moins. Bon, maintenant l'entrejeu. Rabiot, Chouameni, Fofana, Kamavinga, Kanté, Warren, tout ça c'est des méga beaux noms. Hein. Il y a même Manu Koné et tout qui sont arrivés. Ah, quand tu revois voilà, l'équipe de France Espoir, ici, il y a potentiellement des Akliouche et tout là qui vont monter en division supérieure, enfin en équipe de France A. Mais qu'est-ce qu'on met au milieu? Qu'est-ce qu'on met au milieu? Est-ce qu'on reste avec ce Chouameni quand même qui est une valeur sûre? Alors je sais qu'au Real, il peut faire potentiellement débat, mais les gars, Chouameni, n'hésitez pas à vous renseigner au niveau des récupérations, au niveau du volume global défensif, au niveau de la qualité de passe. Enfin, Chouameni est élite, élite, élite. Je peux comprendre vraiment que le joueur peut frustrer parce que il a besoin de support. Moi, je pense vraiment que Chouameni, il a besoin d'un mec qui maîtrise le ballon, qui sait temporiser, voilà, pour être très très fort. Mais dans l'absolu, Chouameni part quand même titulaire. Alors, Chouameni Kamavinga, du coup, est-ce qu'on part voilà, sur un Chouameni Kamavinga et Warren, comme ça, on fait un truc comme ça, bon. Le truc, c'est que là, il y a 12 joueurs sur le terrain, donc tu es obligé d'en enlever un. Tu enlèverais quoi? Un offensif, du coup, tu enlèves Olysée et tu te dis, bon, allez, on repart sur un truc très classique, un 4-3-3. Comme ça, qui en vrai, c'est fort, hein, cette équipe sur le papier. Ah, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de trucs qui sont meilleurs hein, sur le papier, encore une fois, mais le football, c'est pas que le papier. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Donc voilà, réveille-toi, Kix. Ce que je veux répondre par là, c'est que le joueur, il est dépendant d'un collectif. Il est dépendant absolument d'un collectif. Ce n'est pas Messi qui prend le ballon, milieu de terrain et je sais pas, machin, la magie. Non, c'est pas ça. Il a besoin d'un collectif et encore plus, quand il joue en numéro 9. Encore s'il était toujours ailier, je te dirais, bon, passe le ballon à Kylian, il va faire sa truc machin, il va faire sa potion magique, il va tout dribbler, il va tout défoncer, il va enrouler lucarne. Basta, on n'en parle plus. Bon. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Donc évidemment, hein, il n'est pas excusable de tout. Il pourrait faire mieux hein, dans la transmission, notamment dans le jeu en pivot et tout, mais c'est pas un neuf. Donc on verra bien. Bon, mes chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like pour me soutenir. Ma dernière question. Bon, on en parle au pas de Didier. J'en ai pas trop parlé, mais effectivement, le potentiel de cette équipe est effarant.
J'insiste là-dessus, c'est effarant et je le disais en intro, je suis un peu inquiet parce que le flou n'est pas forcément très bon, on avance vraiment dans le flou, mais surtout, j'ai pas vu de belle évolution, très honnêtement les gars. Alors peut-être que je suis un peu biaisé, que je suis un peu trop dans l'instant et que j'arrive pas à prendre trop de recul sur ça, mais j'essaie quand même de voir l'équipe de France, de Deschamps, cette dernière année, ces 2 dernières années et tout, même coupe du monde 2018 en vrai, hein, 2022 pardon. OK, franchement, hein, il y a de quoi, mais je trouve qu'à certains moments, bah, la finale notamment, c'est un non-lieu. Non, un non-lieu, c'est pas le terme, mais la finale est assez calamiteuse. OK, le scénario est dingue, mais factuellement, est-ce que dans le jeu, vous avez l'impression d'avoir vu une équipe de France, exceptionnelle? Quand même pas. La dernière année, est-ce qu'on a vu une équipe de France en progression, en régression? Je supporte le Paris Saint-Germain, je regarde le PSG, j'ai vu une pente descendante pendant très longtemps. Luis Enrique est arrivé, je sens un PSG en progression enfin. Sans dire que c'est la meilleure équipe du monde ou quoi. L'équipe de France, vous trouvez qu'elle est en progression? Je suis pas convaincu de ça. Et stagner, c'est une chose, régresser, c'en est une autre. Et ouais, le mélange de on est dans le flou complètement, là, au niveau de la composition. Également, Deschamps, quid? Qu'est-ce que tu veux faire? Quid de Deschamps? Quel est ton projet de jeu? Enfin, t'as des coachs, tu les sais. Luis Enrique, PSG, football de possession, ultra, ultra intense, machin, basta, on connaît. Didier Deschamps, quel est ton jeu? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette équipe? Je saurais pas vous dire. Bon, on verra bien. La Coupe du Monde, bon, c'est dans 1 an et demi, 2 ans quand même, 2 ans. On verra, il y aura des choses à dire hein, d'ici là. Mais bon, pour l'instant, j'ai un peu peur. Honnêtement, j'ai un peu peur. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo en tout cas. Prenez soin de vous, c'était Koro. Merci pour votre soutien. Je me permets juste de dire ça avant de finir. Je reçois énormément de messages. Je peux pas répondre à tout le monde, mais je lis vos messages. Je vous remercie sincèrement. C'est compliqué pour moi de répondre. J'ai peut-être 1000 commentaires en tout. Enfin bref, beaucoup trop. Mais merci infiniment. Je vous remercie. Merci encore une fois d'avoir suivi la vidéo, pour votre soutien. C'était Koro. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.